Je pense que la limite, c'est vraiment à partir du moment où ça commence à ennuyer les autres joueurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas justifier en tant qu'organisateur de laisser faire quelqu'un qui nuit aux autres. Et les amis, avant de démarrer l'épisode cet été, on est sponsorisé par Clober Time Watch, le site pour se faire plaisir. Vous aimez les montres? Moi aussi, vous y connaissez quelque chose? Moi non plus. Avec Clober Time Watch, vous retrouvez le meilleur de la montre au meilleur prix. Ça va de 150 € à plus de 3000 €. Il y a toutes les marques, de la Luminox, de la Guess, de l'Hugo Boss, de l'Imperio. Il y a même des grosses marques comme la marque Porsche, hein. Vous faites un beau tournoi, vous voulez vous faire plaisir, et bien vous allez sur Clober Time Watch et vous allez pouvoir, j'ai envie de vous dire, vous la péter ensuite en soirée et en société. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, c'est fait par un passionné. Pour les gens qui n'y connaissent rien ou les gens qui sont eux aussi passionnés, faites-vous plaisir. Tous les liens sont en description de la vidéo. 15 minutes avec pour finir Vegas, 15 minutes avec le boss, oui, avec le grand patron, monsieur Grégory Chauchon. Salut, on est encore à Vegas, non? On dirait qu'on est encore à Vegas. En Landifornie. On est en Landifornie, exactement. Bon, mon Greg. Ouais. Allez, on commence tout de suite. Plus 15%. C'est ça. C'est le chiffre à retenir, on va dire quand même tout de suite des WSOP. Plus 15% d'années où on est déjà en plus. C'est ça. On explique ce chiffre comment? Eh bah, l'appli, hein, je pense, principalement, WSOP+. On a eu beaucoup plus de réentry et des gens qui ont buy-in plus souvent que les années d'avant. Pas forcément plus de joueurs uniques, mais plus d'inscriptions. Donc au final, ça fait des bons chiffres, même si le main event est un tout petit peu en baisse. Au final, il faut retenir. C'est un bon exemple parce qu'on en avait parlé avant où on disait qu'il ne faut pas retenir que le main event. Et bah, voilà, il ne faut pas retenir que le main event. Je peux même faire un peu le secret des dieux, entre guillemets. Quand je te croise dès le début de Vegas, qu'on mange ensemble, tu me dis cette année, la priorité, c'est pas le main. Et oui, parce qu'on savait que le main, ça se joue à pas grand-chose, à quelques centaines de joueurs. On se doutait qu'il allait y avoir un tout petit peu moins de qualifiés sur le GG. Et donc au final, il y avait ce risque d'avoir 200-300 joueurs de moins, mais en vrai, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les retours des joueurs, l'expérience et puis les autres tournois, quoi, au global. On ne peut pas raisonner que sur le main event, même si pour beaucoup de gens, c'est un peu le symbole de l'industrie, si ça va bien ou si ça va pas bien. Mais 200 joueurs ou 300 joueurs, ça ne change rien en fait. Bon, tu as commencé à parler de quelque chose que je trouve être une vraie révolution. Et ça aurait pu être casse-gueule. Hein. Ça aurait pu être casse-gueule. Et franchement, c'est incroyable. L'appli WSOP+, qui change, mais alors, complètement l'expérience du joueur. Ouais. Terminer les queues pendant des heures, terminer comment on s'inscrit, où est-ce qu'elle est ma table, où est-ce que je change. Vraiment, c'est incroyable. Pour tous ceux qui ne l'ont pas téléchargé, je vous conseille déjà de la télécharger, puisqu'on est d'accord qu'elle va marcher pour les WSOP-C, pour les WSOP partout. Et en démarrant en 2026, tous les tournois auront l'appli. Tous les tournois WSOP. Tous les tournois WSOP auront l'appli. 100%. Et là, déjà, vous pouvez commencer à voir des tournois qui se sont rajoutés, évidemment. Ouais. Enfin, les événements qui se sont rajoutés. Qu'est-ce qu'on n'imagine pas d'une appli comme ça? C'est quoi le temps que ça met, les gens? Parce que, pour parler un peu, nous, on voyait les gars travailler nuit et jour. Ça représente quoi, cette appli? Franchement, jusqu'à il y a quelques jours avant le démarrage des World Series, on n'était pas sûr qu'on allait pouvoir l'utiliser. Il y a tellement de complications au niveau juridique, administratif. Voilà, il fallait qu'on montre que c'était un logiciel qui était sûr et qu'il n'y avait pas de problème pour la commission du Nevada, etc., pour nous de l'utiliser. Donc c'était la première fois. Et donc beaucoup n'y croyaient pas du tout. Et en fait, en interne, on était persuadés que si on arrivait à la lancer, ça allait tout changer et que c'est ça que les gens allaient retenir. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, voilà, les gens se sont rendus compte qu'au début, tu sais, il y a les gens qui disaient c'est une nouvelle appli, donc ça va changer nos habitudes. Ça fait des années qu'on utilisait Bravo, on sait exactement comment s'en servir, etc. Et on se rend compte qu'en fait, Bravo était hyper limité. Et qu'en fait, c'est en voyant la nouveauté, et même les autres casinos et les autres organisateurs nous l'ont dit, c'est une évidence en fait. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et pourquoi tout le monde n'utilise pas ce genre d'appli? Parce qu'en fait, ça facilite tellement le parcours du client. Et puis après, tout le monde ne peut pas l'utiliser parce que je suppose que ça demande des ressources financières et humaines considérables. Pas tant que ça en fait. Ça demande un peu d'expérience et puis un peu de bon sens et puis des gens de nouvelles technologies. Et en fait, tu as raison, les gens du poker, c'est plutôt la vieille école. Et le fait qu'on soit rapproché avec les gens de GG Poker, ça fait qu'on a des gens qui connaissent les nouvelles technologies et que pour eux, c'était une évidence. Quand ils ont vu Bravo, en disant mais c'est archaïque quoi. Et, Justement, c'est un peu ma question aussi, c'est est-ce que c'est
c'est un peu la conséquence, en tout cas la première conséquence très visible d'être avec GG officiellement maintenant. Clairement. La peur de beaucoup de joueurs et même de GG, c'était de dire il ne faut pas qu'on dénature ou qu'on touche à ce qui fait le succès des World Series. Donc on n'a rien touché de particulier, mais plutôt d'apporter quelque chose en plus. Et l'aspect technologique, clairement, c'était la première année, mais il y a encore beaucoup de modifications à venir sur l'appli et de choses à faire. Mais on voit qu'en une année, on a gagné 10 ans d'expérience. On a supprimé complètement les files d'attente. Voilà, il y a encore plein de choses à faire, mais encore une fois, je te dis, même les autres organisateurs nous ont dit, mais il faut qu'on ait la même chose, parce que c'est vrai que les joueurs maintenant vont dans un autre tournoi et se disent, mais pourquoi j'ai pas ça Ça paraît logique en fait. Il y a un cas où pas du tout, où l'appli WSOP Plus peut j'en sais rien, se louer, se vendre, se démultiplier à des partenaires que vous auriez ou pas du tout? Ouais, ou même les gens pas forcément partenaires, mais c'est vrai que c'est la logique. On n'a pas l'idée de dire c'est que pour nous, il faut le protéger, mais plutôt de dire on veut en faire une référence, et donc référence, ça veut dire utilisable par tous. Donc c'est l'idée à terme, c'est que ça devienne la référence des applis de poker. On va rajouter beaucoup de choses autour en termes de contenu notamment. Là, on a vu vraiment la partie tournoi de poker, inscription, mais on n'a pas vu toute la partie contenu. Bon, il y avait les stories, mais c'était très basique, on va dire. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour que ça en devienne une appli pas seulement d'inscription, mais de contenu et même que les gens à distance vont aller consulter pour voir comment se passent les tournois. Là, il y a encore beaucoup de travail, je pense. Au niveau WSOP cette année, l'année, elle a été, moi je disais un peu en résumé, quand je parlais dans mes stories de fin de Vegas, je sais que c'était l'année un peu immanquable. Pourquoi? Bon, déjà, Mizrachi. Ouais. Incroyable. Incroyable. L'histoire est folle. Alors, c'est vrai que ça reste intra au poker, c'est pas extra. Mais intra au poker, on parle d'un mec qui est une légende depuis 20 ans. C'est ça. Un gars qui a gagné beaucoup de tournois et qui a fait probablement quelque chose que beaucoup pensaient impossible, qui est de gagner à la fois le main event et le PPC, qui pour les joueurs pros est leur vrai championnat du monde, on va dire. Donc gagner les deux, c'est impensable. C'est une performance incroyable. Maintenant, c'est ce que tu dis, en dehors du poker, je pense que je disais, Léo Marguerite a probablement eu plus d'impact que Mizrachi, malheureusement. Ou heureusement, hein, je ne sais pas. Ou même le fils Céline Dion, on disait qu'il prenait un peu, il y a eu des articles là-dessus. Ou la joueuse japonaise qui a gagné deux fois d'affilée. Ouais. Effectivement, là, il y avait un peu plus de buzz. Mais Mizrachi, c'est une performance incroyable, mais ça reste une performance de poker. Et ça reste dans notre microcosme quand même. L'histoire du Player of the Year, les débats vont évidemment infinissables. Alors, il se trouve que toi et moi, pareil, en avance de la victoire de Mizrachi, tu m'expliquais que le main event était pondéré par rapport à d'autres tournois, sinon c'était trop... Même la victoire, etc. Voilà. Ouais. Bon, au final, à la fin, débat, pourquoi c'est pas Shondi, pourquoi c'est pas celui qui a... Enfin non, c'est Shondi, mais pourquoi c'est pas Mizrachi, pourquoi c'est pas... Benny Glaser. Benny Glaser qui a gagné 3 bracelets. C'est quelque chose qui fait partie du jeu, c'est quelque chose à laquelle tu dis, on va peut-être réfléchir parce qu'il y a mieux à faire. Comment ça marche? On peut y réfléchir, mais si tu regardes bien, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que tu vas trouver des gens qui ont les 3 avis. Tu as des gens qui vont dire Sean Deeb mérite parce que c'est le plus constant. Ouais, puis qu'il a fait 10 tables finales. Voilà. Il y a des gens qui vont dire Mizrachi mérite parce que c'est lui qui a fait l'exploit le plus gros. Et il y en a qui vont dire mais gagner 3 bracelets en un World Series, c'est exceptionnel. Ça mérite. En fait, s'il n'y avait qu'un des 3 exemples, ça serait systématiquement le gagnant, c'est ce qu'on pense. Et là, effectivement, il y a les 3 en même temps. Donc, comment tu fais un classement entre des performances qui n'ont rien à voir les unes entre les autres? Tu vois, Benny Glaser, il joue que des mix. Voilà, ça n'a rien à voir. Mizrachi, il a gagné des fields énormes et puis un des plus petits avec le PPC. Mais des plus compliqués. Voilà. Aussi, et Sean Deeb, il a gagné, il a fait des tables finales incroyables. Donc, si tu veux, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse en fait à cette question. Oui, ça fait partie du jeu. C'est un débat en fait. Et il y en a qui vont dire qu'il y en a qui méritent plus que l'autre. C'est très subjectif d'après moi. Sean Deeb, il a suivi, on a fait le classement, la formule, on a changé plusieurs fois les dernières années, justement pour éviter, il y avait des années où on disait que le gagnant du main ou le gagnant d'un field énorme, c'était forcément, il allait finir dans le top 5 du Player of the Year et que ce n'était pas mérité, parce qu'il n'avait qu'une performance. C'était un one-time. Et qu'il fallait plutôt récompenser la récurrence et la constance. Ouais. Et c'est pour ça que Sean Deeb est gagnant en fait. C'est parce qu'on a fait ce changement-là il y a quelques années. Donc est-ce que c'est bon ou mauvais? Je ne sais pas. On va revoir la formule quoi qu'il arrive. Okay. Mais est-ce que c'est pas le bon gagnant? Je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est hyper subjectif en tout cas. Pour ceux qui n'étaient pas à Vegas, on voit quand même les premiers effets de GG. Alors bon, on parlait d'application, un décorum un poil changé, beaucoup plus de monde au niveau pour fournir du média, du contenu.
Tu m'as dit que, en plus, c'était entre guillemets que les prémices de ce que vous voulez pour l'avenir. On voit aussi une grille WSOPC qui commence à être de plus en plus étalée, de plus en plus fournie, dans plus en plus de pays. Vous allez bientôt retrouver WSOPC en Belgique, à Middelkerk, magnifique, les amis, en novembre. C'est quoi? C'est la stratégie qui se met en place et c'est quoi qui se passe exactement dans les fourneaux en fait? Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'on avait un plafond de verre chez César où il y avait beaucoup de limitations pour plein de différentes raisons, je ne vais pas revenir dessus, mais que le fait qu'on soit désormais plus indépendant, bah, ça a ouvert des portes, notamment les circuits, on n'a plus de limitations, on peut faire des circuits autant qu'on veut n'importe où dans le monde, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et puis bon, l'aspect technologique, on en a parlé, et après en termes de contenu, clairement, on avait un business model chez César où il fallait qu'on gagne de l'argent. Ouais. C'était la chose la plus importante. Donc typiquement, les droits télé, le reporting, le contenu, on essayait de le vendre, évidemment. Voilà. Alors que finalement, si tu réfléchis bien... Oui, il vaudrait mieux que ça t'appartienne à toi. Ou alors que tu le fasses profiter le plus grand nombre pour qu'au final, ça profite à l'événement et à la marque. Et peut-être ça te rapporte moins d'argent direct, mais ça fait grossir le poker et la marque. Et je pense on rentre dans cette nouvelle ère où on va clairement, par exemple, il y a un gros sujet qui est les gens qui font des vlogs. Ouais. Pendant des années, au World Series, il y avait la fameuse idée de « t'as pas le droit de filmer, ça appartient à ESPN ou à les droits télé ». Typiquement, ça, on veut le faire sauter. Ça, on veut que... Alors, il va y avoir des conditions, on va choisir les personnes, mais on veut permettre... Mais tu vas faciliter à ce qu'il y ait des vlogueurs qui puissent... Et pourquoi pas, en fait. Ah ouais, non, mais c'est une super idée. À partir du moment où ça participe à l'événement, ça fait parler dans différentes langues, différents pays, c'est notre intérêt, c'est l'intérêt de tout le monde, en fait. Donc, on se limitait pour des raisons financières, et je pense que ça, c'est clairement un gros changement à venir, c'est qu'on doit permettre à tout le monde de pouvoir faire du contenu sans limitation. Tu as eu quelques petits perturbateurs cette année? Ouais. Kassouf, notre ami, j'ai oublié son nom, Cabrel, chanteur. Il y a plein de débats sur eux, évidemment, parce que tu as certains qui disent c'est super parce que ça fait du buzz, et un bad buzz est un buzz, comme dirait notre ami Pastor dans une précédente émission. Tu as qui disent oui, mais c'est trop, tu as qui disent attention, c'est pas la même chose les deux, il y en a un qui fait le show, il y a l'autre qui casse ses couilles, pour être clair. Bon, toi, avec le recul, tu t'en dis quoi? Je pense que la limite, c'est vraiment à partir du moment où ça commence à ennuyer les autres joueurs. Je veux dire, tu ne peux pas justifier en tant qu'organisateur de laisser faire quelqu'un qui nuit aux autres. Alors, être ennuyeux ou ennuyant plutôt, ça n'a jamais été... Il y en a beaucoup de joueurs. Ouais. Après, le curseur où tu le mets, tu vois, c'est subjectif. Et je pense que le problème aussi, c'est que je parlais du contenu et d'ouvrir le plus possible. En fait, on y participe. C'est-à-dire que, j'allais dire, on a créé ces monstres quelque part, oui, parce qu'on en fait, nous, oui, on les starifie quelque part en repostant sur les réseaux. Les médias ne demandent que ça, en fait. Ils demandent à avoir ce genre de contenu. On le met en tape télé systématiquement. Donc, on participe au fait que peut-être il en rajoute encore plus parce qu'il est médiatisé. Et au final, tu arrives à un moment où c'est trop. Et on est obligé de taper sur la table. Donc, je pense qu'il faut trouver la limite. Et faire attention à bien préserver, que ça reste une belle expérience pour les autres joueurs. On a vu que sur la fin, par exemple, ça devenait agressif pour les autres joueurs et que ça s'était limite retourné contre eux, tu vois, parce qu'ils en faisaient trop. Ah oui, à la fin, Kassouf, tout le monde voulait le plomber, on va être clair. Alors qu'il y a un moment, si tu veux, où je pense que c'était encore acceptable, où ça fait sourire. Ouais. Il y a un moment, ça fait plus sourire. Et c'est là où il ne faut pas dépasser cette limite-là, je pense. Il y a eu une affaire qui est forcément sortie, on va dire cette espèce de non-jeu entre deux personnes pour une autre marque qui promettait 1 million si l'un des deux qui portait le patch gagnait. C'est une situation qui a pas mal été décriée. C'est une situation où, à la fin, tout le monde a plutôt salué votre réponse. Comment vous avez vécu cette situation et comment vous avez réussi à définir à la fin ce qu'il fallait faire? En fait, ce qu'on a voulu protéger, c'est la marque et l'intégrité du jeu et des bracelets surtout. C'était la chose la plus importante. Oui, parce que pour rappel, vous les avez payés, mais il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, pas de bracelet. C'est ça. On a retiré ça parce que voilà, on veut vendre les WSOP et le poker comme un sport. Ça n'est pas possible que dans un sport, on monnaie sa victoire. C'est impossible. Donc on a voulu envoyer ce signal-là au WSOP, on ne monnaie pas une victoire. Donc on a enlevé le bracelet, ce qui est assez rare, mais ce qui nous a pensé, ce qui semblait être la bonne chose à faire.
L'aspect financier. Qui a été salué, ce qui est rare, parce que pour le coup, tout le monde avait l'air plutôt d'accord avec votre... Et encore une fois, on a un règlement. J'ai vu des joueurs, j'ai eu des débats assez houleux avec des gros joueurs américains, je ne vais pas citer leur nom, qui essayaient de me convaincre en me disant que n'importe qui à leur place aurait fait la même chose. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer, je peux l'imaginer d'un point de vue financier, mais d'un point de vue de l'intégrité, quand tu te prétends être un grand champion de poker, une grande star, un sportif, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de choses publiquement, quoi. Voilà. Et ils ne comprenaient pas bien le problème. Et limite en me disant, mais finalement, le bracelet, est-ce que c'est ça la plus importante? Pour nous, oui. C'est plus important que l'argent, en fait. Donc, on veut pas... Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est qu'à part peut-être pour ces quelques pros, je pense que pour 99% des gens qui viennent au WSOP, c'est le bracelet qui fait rêver avant l'argent, quoi. Oui, mais encore une fois, monnayer sa victoire, c'est quelque chose voilà, c'est inconcevable pour nous. Et donc, on a pris la décision logique. Après, je pense que c'est aussi un signal qu'on envoie aux gens pour le futur. Mais tu as raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se laisser parasiter par des choses extérieures qui ont une incidence sur l'intégrité. Vous allez peut-être devenir beaucoup plus sévère. Peut-être. Et là, il n'y avait que 2 joueurs impliqués aussi, mais imagine s'il y en avait plus, etc. On rentre dans des choses assez lourdes où, pour le coup, il y a des millions en jeu, tu vois. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et c'est ce que les joueurs attendent de nous. Voilà. C'est un cas, je pense, qui fera date et dont on se servira pour le futur, où on sera probablement plus dur qu'on l'a été, ouais. Bon, t'es le patron, donc t'as le droit à plus de 15 minutes. Ah bon. C'est le boss de fin. C'est hors taxe. C'est le boss de fin. C'est hors taxe. J'avais 2 questions pour finir. La première, elle est plus personnelle. C'est que moi, j'ai la chance d'être avec toi beaucoup au WSOP. C'est une grosse machinerie. C'est une machinerie où tu as de plus en plus de stars aussi qui viennent, mine de rien. On a pu croiser des Kun Agüero, on a pu Cyril Hanouna qui débarque. Incroyable. Qui débarque. Comment tu fais pour gérer ce merdier, quoi? Non, franchement, la chance que j'ai, c'est que c'est un événement où les gens aiment être. Et Cyril Hanouna, c'est un bon exemple. Il avait juste envie de... Oui, de venir. Alors, pour le coup, j'étais pas loin de toi quand tu t'échangeais avec lui. Et lui, j'entends par message, quoi. Et clairement, lui, il voulait pas apparaître, il voulait vraiment venir s'amuser, faire le double souper. Sergio Agüero, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont passionnés. C'est leur kiff de venir à Vegas et de jouer les championnats du monde de poker. Et donc, ça fait que c'est beaucoup plus simple, si tu veux. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. Et ils sont beaucoup plus détendus. Donc finalement, c'est beaucoup plus gérable que si j'organisais, je te dis une bêtise, un festival de cinéma ou un genre de choses où il peut y avoir une pression autour. Là, les gens sont en vacances, en fait. Ils ne travaillent pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, ils ne sont pas en représentation. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas en représentation, tu vois que les gens sont détendus et c'est beaucoup plus facile pour moi à ce niveau-là que d'organiser. On a déjà eu des événements plus officiels avec des gens où c'était plus cadré. Et là, tu te rends compte qu'il y a plus de stress. Mais là, franchement, la bienveillance, encore une fois, c'est la chance qu'on a au World Series, quoi. Être à Vegas, c'est un rêve pour tout le monde. Dernière chose, les Bahamas, qui est un peu cette date que vous essayez petit à petit de mettre en place, de monter en gamme. Là, vous promettez combien, là? 60 millions sur le Supermain, ouais. Donc c'est un 25 000 et 60 millions garantis. Après, et l'année dernière, 50. Ah ouais, d'accord. Et on avait raté Chouya. Ah, c'est vrai? Ouais, mais ça, c'est... Oui, c'était avant. On raise quand même. On raise quand même, ok. C'est quoi, pour comprendre d'un point de vue européen, c'est quoi cette idée de vouloir faire ce rendez-vous? Parce que tu vois, les Bahamas, ça fait rêver forcément. Ouais. Plutôt fin d'année, on sait que c'est pas toujours samedi aller, etc. Non. Pourquoi vous avez cette optique-là de mettre beaucoup sur le Bahamas? C'est quoi que nous, on ne voit pas en tant qu'Européens, je veux dire, ou qu'on ne comprend pas dans cette date qui est clé pour vous? Là, tu touches un point, c'est que l'apport de GG Poker, ça a tout changé. Ça fait des années qu'on nous proposait cet événement à l'Atlantis, qui était un peu l'équivalent, on va dire, des Jeux Olympiques d'hiver pour nous. Ouais. C'est-à-dire que les gens nous vous pensez comme ça, vous? On nous disait, la saisonnalité, l'été, c'est Vegas, mais il n'y a rien le reste de l'année. Et les gens nous disaient, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose en hiver? Ça cartonnerait, même à Vegas, tu vois. Ouais. Elle a dit, on ne peut pas faire, les World Series, on ne touche pas, c'est mythique, c'est l'été, c'est Vegas, mais on pourrait le faire ailleurs. Et la seule façon de le faire, c'était d'avoir l'appui de GG, en fait. Ouais. Ça change tout financièrement, en termes de médiatisation, des garanties, etc. Et les Bahamas, ça a quand même un certain nombre d'avantages qui est que, bon, comme tu dis, en décembre, il faut un endroit où il fait beau. Puis ça fait rêver, clairement. 18 ans, pas 21. 18 ans. Pas besoin d'un visa américain, donc il y a beaucoup de gens de certains pays qui peuvent aller aux Bahamas qui ne peuvent pas aller aux États-Unis. Ok. C'est des trucs que nous, on ne voit pas. C'est plus accueillant pour la crypto-monnaie.
Il y a quand même un certain nombre de choses qui cochent, des choses que vous cherchez, quoi. Et qu'on ne peut pas faire à Vegas. Et c'est marrant, les gens de chez nous disaient beaucoup, dans World Series of Poker, il y a World. Ouais. Et il y a un moment, il faut arrêter de penser qu'à Vegas et qu'aux États-Unis et qu'on doit être ouvert sur le reste du monde. Donc l'idée de Paradise, c'est d'avoir un pendant international, même si on n'est pas très loin des États-Unis, dans le reste du monde, à un autre moment que l'été. Donc ça va monter encore. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, patron. Merci. On se revoit dans quelques mois. À bientôt. Ciao, les amis. On part en vacances, nous.